Donc le propos de ce soir est consacré aux stratégies du choc, quelques chocs technologiques récents. Et donc je remercie à nouveau les organisateurs, Dany, et puis tous les amis qui participent à l'organisation de ces moments qui font toujours plaisir. Donc les stratégies du choc technologique, c'est quoi ? C'est bien entendu le télétravail, c'est tout un tas de réflexions que vous voyez apparaître sur la diapositive et qui concernent aussi bien le télétravail que des questions de vidéosurveillance dans les villes, ce qu'on appelle les villes intelligentes. Bon, tout un tas de questions qui nous concernent directement. Et lorsqu'on dit stratégie du choc, forcément, on pense à l'ouvrage de Naomi Klein qui s'est efforcé de développer une analyse des politiques économiques des années 70 jusqu'aux années 2000. Alors le titre original de l'ouvrage de Naomi Klein, c'était La doctrine du choc. Et c'était consacré aux politiques économiques. Politiques économiques qui étaient largement inspirées d'un économiste américain, Milton Friedman, qui exerçait à Chicago et qui a formé quantité d'économistes qui ont ensuite pris des fonctions dans différents pays. Milton Friedman, c'est bien sûr quelqu'un qui est associé dans nos mémoires à la prise du pouvoir par Pinochet au Chili et à certaines politiques économiques qui ont dépourvu le pays de beaucoup de ressources. Alors, quelques rappels sur l'analyse de Naomi Klein, même si ma présentation ne sera pas axée sur les politiques économiques, mais plutôt sur les questions de technologie, d'espace de travail et d'espace de vie. Alors, que racontait il y a quelques années Naomi Klein dans ce fameux ouvrage ? Elle racontait la chose suivante, c'est que elle constatait que dans plusieurs pays, il fallait attendre une crise de grande envergure, et pendant que les citoyens sont sous le choc, eh bien, vendre l'État par morceaux à des intérêts privés, et puis tenter de pérenniser ces politiques. Donc elle a observé ça dans plusieurs pays, le Chili bien sûr, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, bon, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, mais pas que. Il était également question de l'Afrique du Sud, de la Russie, au moment de Helsinki, de la Corée du Sud, du Royaume-Uni aussi, de la Pologne, et même, à certaines époques, des États-Unis. La doctrine du choc, pour Milton Friedman, qui assumait le propos, était le suivant. Il fallait être prêt, hein, il fallait se préparer, et lorsqu'il y avait une forte inflation, un fort taux de chômage, un tsunami, des attentats terroristes, il fallait trouver des solutions de rechange aux politiques existantes et les entretenir jusqu'à ce que des notions politiquement impossibles deviennent finalement inévitables. Hein, donc c'était vraiment un choc administré, et il donnait des indications temporelles. Il disait: il faut agir dans les 6 à 9 premiers mois du mandat des nouveaux élus. Voilà. Donc c'est quelque chose de violent, hein, et qui a laissé des traces, bien sûr, dans nos mémoires. Bon, lorsqu'on évoque ces politiques économiques, inévitablement, ça nous fait penser spontanément à plusieurs sujets économiques. La question de la dette des États, la question de l'euro, qui empêche les pays de conduire des politiques fiscales, par exemple, de manière autonome. Ça nous fait également penser au contrôle social chinois, c'est-à-dire que pour des raisons de civisme, eh bien, on va mettre en place des caméras dans les rues et procéder à des contrôles des visages afin de réguler des trafics dans la ville, des trafics dans les entreprises, etc. Alors, je dis ceci nous fait penser spontanément. Je vais m'arrêter brièvement sur cette expression spontanément, parce que
on peut également, lorsqu'on est trop spontané, commettre des erreurs. Donc je vais émettre deux petites précautions d'usage, hein, en termes de méthode. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier de nos réactions pour peut-être préférer des actions organisées et collectives. Alors, les deux précautions sont les suivantes. La première, c'est que lorsqu'on parle de technique, et ce soir je vais parler de technique numérique, je vais parler de contrôle, hein, d'information. Lorsqu'on parle de technique, trop souvent, on raisonne en termes d'impact. Voilà. Tiens, il y a une nouvelle technique et ça va impacter le travail, ça va impacter les postes de travail, ou bien ça va impacter notre manière de s'alimenter. Hein. Au lieu de cuisiner, on va commander des repas et puis des sociétés vont nous livrer. Bon, raisonner en termes d'impact, c'est un peu trop court. Hein. Et c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technique n'existe jamais seule. La technique est toujours de son temps. Et en fait, il vaut mieux parler de système technique, puisque nous sommes tous des utilisateurs de la technique. Voilà. Si nous utilisons les techniques, c'est que ces techniques remplissent des fonctions. Le microscope, le télescope, le cuiseur de riz à la maison. Hein. Tout ça, ça accomplit des fonctions. Pour accomplir des fonctions, depuis fort longtemps, depuis des siècles, il y a deux manières. Il y a deux manières d'assumer des fonctions. Il y a des fonctions endosomatiques, c'est-à-dire notre corps, nos capacités humaines. Et lorsque ça ne suffit pas, nous utilisons des outils. Et alors là, la technique apparaît. Les techniques, on les nomme exosomatiques. Donc c'est en dehors du soma, en dehors du corps. Voilà. Alors bien évidemment, depuis fort longtemps, nous utilisons à la fois des moyens endosomatiques et des moyens exosomatiques pour remplir ces fonctions. Voilà. Prenons un exemple, se déplacer dans les années 2000. Se déplacer dans les années 2000, c'est une fonction. On peut le décliner de manière fort différente. Certains diront il faut se déplacer le plus rapidement possible, d'autres vont dire en émettant le moins possible de carbone, et d'autres diront il faudrait se déplacer le moins possible. Et on voit que chaque fois, on aura des propositions techniques très différentes les unes des autres. Donc ça, c'est la première précaution, éviter de raisonner en termes d'impact. La seconde précaution qui découle, c'est de tenter de ne pas chercher le grand responsable, le grand fautif, le grand coupable. Rechercher le coupable, ça évite de penser. Et ça, c'est très dommageable, parce qu'il est urgent de penser à plusieurs notre avenir, et notamment notre avenir technique, puisque nous ne pourrons pas nous passer de technique. Même s'il existe de grands opérateurs, si je reprends l'exemple du déplacement, il est évident qu'il existe des grands opérateurs mondiaux de transport et d'Internet, hein, puisqu'aujourd'hui le transport est en grande partie contrôlé par l'information et donc par Internet. Mais, en même temps, de manière simultanée, commander depuis chez soi des plats tout près, c'est également participer à la question de la mobilité et du déplacement. Voilà. Et donc ça n'arrange pas nos affaires de commander des plats depuis chez nous de manière massive, parce que ça renforce les stratégies des grands opérateurs. On pense tous à un opérateur en particulier. Bon voilà, une fois qu'on a posé ces deux précautions, on peut envisager ce qui nous concerne depuis une année, c'est-à-dire un état exceptionnel, que j'appelle des moments de choc. Et avec ces chocs, nous avons des opérateurs, par exemple Zoom ce soir, hein, est avec nous. Nous avons des grands opérateurs qui ont opéré des stratégies du choc. Alors, je vais passer en revue 3 stratégies de choc. L'immobilier public de demain, en France, le travail à distance, le fameux télétravail, et puis ensuite, la ville numérique. Alors, la première stratégie du choc, c'est quelque chose que j'aurais pu vivre, puisque j'ai été sollicité pour y participer. En juin 2020,
On sort du confinement, hein, depuis quelques semaines, c'était il y a un an, et on me contacte, l'État français, le service du patrimoine public, donc les bureaux de l'État, me contactent pour participer à des réflexions. Donc j'ai décliné, j'avais autre chose à faire. Depuis ce temps-là, 130 personnes, des experts, participent à cette réflexion. Le but du jeu consiste à dire l'État français détient 15% du parc immobilier de bureaux en Île-de-France. 15%. Donc ça fait à peu près plus de 6 millions de mètres carrés. Le projet du Grand Paris se présente et donc les responsables, les pilotes de cette opération disent il n'y a pas de temps à perdre, il faut économiser des mètres carrés, vive le télétravail, on peut s'organiser autrement. Hein. Donc juin 2020, si ça arrive en juin 2020, ça veut dire que c'était préparé. Hein. Comme Milton Friedman avait préparé ses politiques économiques, ça avait été préparé. Alors je vous cite la lettre d'intention de ce projet. La crise du Covid, les événements climatiques et sociaux précédents ont mis à jour la fragilité de notre système lorsque des distanciations spatiales doivent être établies ou que les transports en commun sont en sous-régime de fonctionnement. Cette problématique n'est pas uniquement un enjeu de l'aménagement du territoire. L'organisation du télétravail peut être une solution. Et donc, il faut peut-être envisager le travail à distance, les tiers-lieux, les espaces de coworking, qui permettraient d'envisager la question comment maintenir la présence des services de l'État dans de bonnes conditions sur le territoire pour les usagers et les agents, en désengageant l'État des implantations en immeubles de grande hauteur. Et donc, envisager une nouvelle stratégie d'occupation de l'espace pour l'immobilier de l'État. Bon, là, on voit bien que juin 2020, c'est très rapproché, les choses étaient prêtes. Deuxième exemple, deuxième stratégie du choc que les salariés ont vécu très souvent dans leur chair, c'est le fameux travail à distance ou télétravail. Je vais m'inspirer en partie d'une note d'attaque de mars 2021 que je trouve excellente et qui nous présente, qui nous fait un état des lieux en comparant le télétravail avant le choc du virus et après. Alors, on nous raconte quoi? Tout simplement que le télétravail, c'est une histoire qui se développe depuis les années 2000, le début des années 2000. Les grandes entreprises ont engagé des accords collectifs sur la question, mais dans les années 2000, c'était encore assez timide. Et puis, on a le choc de mars 2020 avec des millions de salariés en travail forcé. Travail forcé. Télétravail forcé. Alors, bon, si on remonte un peu avant ce choc de mars 2020, d'un point de vue juridique, eh bien, le télétravail fait son entrée dans le Code du travail en France en 2012, et il est dit que, bon, toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exercé dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire, en utilisant bien sûr les technologies de l'information et de la communication. Et tout ça, ça peut faire du télétravail. À l'époque, ce n'est pas du travail à domicile, ce n'est pas du travail nomade, et ce n'est pas du travail en débordement de la journée de travail. Et donc, c'est un télétravail, je dirais, qui n'implique pas de changement dans la durée du travail. Et c'est très encadré. Et puis, en 2017, les ordonnances Macron arrivent, et là, alors, un petit changement, le télétravail peut être une pratique occasionnelle, en différents lieux, et ça peut être ouvert à négociation. On a le développement de ce qu'on appelle un travail gris, c'est-à-dire, Michel Michou, on ne sait pas vraiment ce que c'est. La DARES, c'est-à-dire le service des études statistiques du ministère du Travail en France, fait son enquête. Donc 2004, le télétravail concerne 7%
de la population active salariée, mais surtout en nomade. Ça concerne les banques, les assurances, le conseil aux entreprises. Voilà. Donc c'est assez limité. 15 ans après, 2019, la DARES produit à nouveau une étude en disant très peu de changements. Hein, c'est toujours les mêmes secteurs, peut-être avec un peu plus de salariés de l'informatique, des télécoms. Voilà. Et on constate que chaque fois que le télétravail se développe, eh bien, il se développe avec de l'équipement numérique. Ça va avec. Hein, voilà, ça va avec. Et puis, le choc de mars 2020 se présente, et là, alors, on va assister à une bascule dans un travail à distance forcé. Alors, si vous voyez apparaître à l'écran mes diapositives, vous pouvez constater que dans ce télétravail, il y a des avantages, ils existent, et puis il y a des effets négatifs. Sans doute que les effets négatifs sont supérieurs aux avantages. Bon, ce tableau, il existait avant la crise de 2020, du virus, et il existe toujours après, et sans doute qu'il s'est... les effets se sont renforcés. Alors, les avantages, c'est que on a beaucoup moins de transport, hein, voilà. On peut avoir une certaine autonomie, on peut organiser son activité, surtout si on n'a pas d'enfants à la maison, parce que si on a des enfants, c'est plus compliqué. Et puis, a priori, une majorité se débrouille bien dans ce travail à distance, et il y a une bonne coopération avec les autres salariés à distance. Mais on a des effets négatifs qui sont nombreux, on en identifie 4. La durée du travail s'allonge, voilà, on a des horaires atypiques. On travaille plus, c'est plus intense. Hein. Il y a une pression temporelle, on est tout le temps connecté, on est branché en permanence. Pendant qu'on regarde la télé le soir, on regarde ses courriels. Bon. Il y a un stress d'organisation, parce que parfois on a besoin d'être côte à côte avec des collègues de travail, et là on ne peut pas. Et donc les écrans ne permettent pas ça. Et puis, il y a des troubles. Hein. Il y a des troubles musculo-squelettiques, il y a de la fatigue visuelle. Et il y a, pour certaines personnes, des insomnies qui se présentent. Alors, la bascule de mars 2020 ne change pas grand-chose à ce tableau, hein, selon les études du ministère du Travail, selon d'autres enquêtes complémentaires. On ne change pas le tableau, mais les effets négatifs se renforcent. Hein, ils sont confirmés et ils se renforcent. Les entreprises, les entreprises qui sont interrogées par différents sondages déclarent que eh bien, le télétravail, c'est peut-être pas mieux que le travail sur site, qui est souvent déjà pénible, mais peut-être que dans l'incertitude, on n'envisage pas de changer d'orientation. Voilà. Donc, on pourrait assister dans les prochains mois à une certaine stabilité concernant le télétravail. Quelques exemples, Peugeot et Google, qui sont deux entreprises très différentes, envisagent de généraliser le travail à distance. Hein. Le travail au bureau pourrait devenir exceptionnel, en tout cas pour les salariés de bureau, hein, pas pour les ouvriers qui sont dans les ateliers. Facebook, les employés pourraient rester chez eux en permanence. Hein, et une entreprise comme Twitter, qui est plus de 4000 salariés, envisage un télétravail à vie qui pourrait être autorisé. Voilà, alors tout ça, ça fait réfléchir. Hein, ça fait réfléchir. Il y a des enjeux d'économie de foncier. Il y a aussi des enjeux de découpage de l'activité en modules qui pourraient être confiés à des sociétés qui travaillent à distance. Hein. La coordination des activités, d'un point de vue global, se ferait par du télétravail. Bon, les perspectives sont ouvertes, mais on voit bien que dans les médias à court terme, on est sur une option de télétravail généralisé pour les employés de bureau. Alors, tout ceci, c'est récent, donc on ne peut pas trop spéculer. Par contre, on dispose, ce sera mon troisième exemple, on dispose d'une expérience numérique
technique numérique beaucoup plus rodée, qui est la ville numérique. Hein. Donc là, on a un recul de 10-15 ans. Alors, la ville numérique, c'est quoi? Je vais prendre des exemples. Hein. J'essaie d'être le plus pragmatique possible. La ville numérique, c'est IBM. Hein. IBM, 2010, alors, hein, 2010, ils officialisent un programme qui est rejoint par 2000 villes et qui consiste à dire, bon, ben, le transport, la pollution, l'éclairage, les incivilités, tout ça, ça pose problème. A priori, les pouvoirs municipaux ne sont pas toujours très bien équipés, parce qu'il faut des capteurs, il faut de l'information, et nous, IBM, on sait gérer les données. Donc on vous propose des solutions clés en main. Et donc on va démarcher les villes. Hein. En 2011, IBM installe à Rio, au Brésil, on parle très souvent de la Chine, mais pas du Brésil, à Rio, il y a une espèce de Minority Report, hein, on connaît le film, c'est-à-dire IBM a proposé à la ville de Rio de prévoir à l'avance ce qui peut se passer dans la ville. Hein, voilà. Et donc il y a un centre d'opération, 400 personnes, qui produisent de la donnée, qui regardent des écrans et qui essaient d'anticiper ce qui peut se passer. Voilà. Les besoins en termes de pompiers, les besoins en termes de police, les besoins en termes de propreté, etc. Et tous les jours, on fait des rapports. Et on empile les rapports, on empile les informations. Alors, je vais prononcer deux termes. Hein. Je vais prononcer les termes de rétention et de protention, qu'on n'emploie pas tous les jours, mais qui vont revenir dans mon exposé. Que fait IBM à Rio? Ils filment dans la rue, ils enregistrent des informations et donc ils retiennent. On appelle ça la rétention. Et cette rétention, on va mouliner les données, on va faire du calcul, ça va permettre de projeter, d'anticiper, protention, on va essayer de projeter le futur immédiat, dans un but toujours de sécurité, de propreté, tout ce qu'on veut. Hein. Toujours les meilleures intentions du monde. Bon, je pourrais aligner des dizaines d'exemples. Hein. Aux Émirats arabes, en Corée du Sud, nous avons des bâtiments qui lisent les plaques d'immatriculation, hein, pour le parking. En Marseille, l'ancienne municipalité, en 2015, avait lancé un Big Data de la tranquillité publique. Hein. L'appellation est officielle. Big Data de la tranquillité publique avec IBM, à nouveau. On connaît les projets de la ville de Nice, caméra, reconnaissance faciale, etc., toujours pour des raisons de sécurité, de propreté. La ville de Rennes a confié à un grand éditeur de logiciels, Dassault Systèmes, qui est une émanation de l'avionneur, un projet de modélisation de la ville, toujours à des fins de contrôle. À Toronto, enfin, une filiale de Google avait développé un projet en 2015 qui finalement n'a pas vu le jour, mais qui avait son intérêt. Google disait la chose suivante: le coût élevé du logement, le temps passé dans les transports, l'inégalité sociale, le changement climatique et même le froid poussent les gens à rester à l'intérieur. Dans ce monde urbain hostile, il faut des solutions. Les solutions, ce sont des bâtiments peu coûteux et modulables, hein, flexibles, des capteurs dans la ville qui mesurent la qualité de l'air, l'état des équipements, etc. Des feux de signalisation adaptatifs qui donnent priorité aux piétons et aux cyclistes. Des systèmes de stationnement qui orientent les voitures pour le parking et bien sûr des robots de livraison et des voitures autonomes. Donc une ville cybernétique, des capteurs, des capacités d'analyse, de l'information, toujours l'information, pour anticiper le futur de la ville à court terme et pour contrôler. Hein. Gilles Deleuze disait l'information, ne vous cassez pas la tête, ça permet de contrôler. Hein. L'information, c'est le contrôle. Alors tout ceci, pour ceux qui lisent Damasio, l'auteur de science-fiction, ça vous fera penser aux villes administrées, non plus par des conseils municipaux, mais par des opérateurs privés. Marseille pourrait devenir la ville orange, Paris pourrait devenir la ville XYZ, Lyon, etc. Hein. Les villes pourraient perdre
enfin, ont déjà commencé à perdre les leviers de la gestion publique, de l'espace public, et des opérateurs interviennent directement dans la ville, tels que IBM, mais il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Alors, sur ces questions qui finalement nous amènent très loin, hein, à qui appartiennent les villes, hein, dans le monde diplomatique, il y a souvent des articles sur le contrôle de l'espace public par des opérateurs numériques. Hein. Morozov, par exemple, intervient souvent pour dire ben, finalement, aujourd'hui, les plateformes numériques ont la main, ont le pouvoir pour gérer les flux et donc pour gérer l'espace urbain. Alors, ça questionne beaucoup. Hein, ça questionne beaucoup. Là-dessus, on sait des choses. Les chercheurs à l'université planchent sur ces questions depuis un certain temps et peuvent dire beaucoup de choses. Alors, je vous propose maintenant de passer à des propos un peu plus théoriques, hein, à partir de ces 3 exemples, et à essayer de théoriser un petit peu, à minima, les chocs de type informationnel, hein, qui sont soutenus par des techniques numériques très puissantes. Alors, que nous disent les expériences de ville numérique, ou bien de télétravail? Ça nous dit qu'en fait, chaque fois, ce qui est en jeu, c'est notre attention. Hein. Travailler depuis chez soi, sur un écran, c'est pas pareil que travailler dans son bureau avec des collègues. Être dans la ville, en sachant qu'on est filmé, en sachant qu'on est observé, et puis recevoir sur ces applications, sur ces appareils, des informations pour nous orienter, forcément, ça affecte notre attention. Hein, notre attention. Alors, l'attention, c'est quelque chose qu'on connaît de manière précise depuis fort longtemps. Lorsqu'on dit attention, en fait, on est pris dans un cycle justement de protension et de rétention. Hein. La rétention, c'est ce qu'on retient, et ce qu'on retient, ça nous permet de nous projeter. Exemple, si je m'arrête de parler, vous allez être surpris. Et si je suis muet trop longtemps, vous allez vous dire, ça ne va pas. Puisque vous vous attendez à ce que je continue mes phrases et que je continue mon raisonnement jusqu'à une chute finale. Hein, voilà. Donc on retient pour projeter. Et lorsqu'on a projeté, on retient ce qui s'est passé. Et donc c'est un cycle, je dirais, non pas infernal, mais c'est un cycle continu jusqu'au moment où on s'endort. Voilà, hein. Et puis lorsqu'on se réveille, ça reprend. Alors, les rétentions et les protensions, ça forme notre attention. Et ça se joue à 3 niveaux. À court terme, je vous parle, vous m'entendez, vous retenez, et puis vous projetez. Ça, c'est niveau 1. Et puis, si par bonheur pour moi, vous avez appris des choses, ben, je serai très content. Et vous, ben, vous aurez accumulé de nouvelles informations qui deviendront peut-être des connaissances. Et là, alors, on entre dans un second niveau, c'est-à-dire que votre imaginaire, vos idées vont peut-être s'élargir ou pas. Et donc, on sera dans des rétentions et des protensions secondaires. Donc ça nous appartient à nous, les humains. Mais, malheureusement pour nous, mais heureusement aussi, il y a le niveau tertiaire. C'est le niveau 3. Le niveau 3, c'est quoi? C'est la technique. C'est Google, c'est Amazon, c'est IBM, c'est le télétravail, etc. Mais c'est aussi les livres, alors c'est la poésie, c'est les films, c'est les romans, donc tout ce qui est en dehors de nos capacités, mais qui a été créé par nous les humains, c'est le niveau tertiaire. Et c'est ce niveau tertiaire qui va venir nous faire des propositions. Ben, lorsqu'on lit de la poésie, ben, on lit ou on ne lit pas. Si ça ne nous plaît pas, ben, on abandonne. La grosse différence avec les outils numériques, c'est que les outils numériques ont fait irruption dans nos vies, on vit dans Internet, et les propositions sont très fortes, et parfois trop fortes. Notre gros problème, c'est que ces protensions et rétentions tertiaires, techniques, numériques, s'immiscent dans nos vies de manière très forte. Hein. Bon, a fortiori, la crise du virus, et puis Zoom qui est apparu juste après, Zoom s'était préparé,
on ne peut pas refuser. Pour travailler, on a été obligé de passer par Zoom. Les amis du monde diplomatique, ce soir et les autres soirs, passent par Zoom. Hein. Zoom, c'est une entreprise californienne, près de 4000 employés. Zoom avait 10 millions d'utilisateurs en 2019. Avec la crise du virus, ils sont passés de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs. Le chiffre d'affaires a augmenté de 367%. L'action en bourse a été multipliée par 7. L'entreprise Zoom, qui fait beaucoup de protensions, qui fait beaucoup de plans sur la comète, ne prévoit pas dans les entreprises de retour au bureau massif. Ils parient là-dessus. Donc ils vont investir là-dessus et ils sont écoutés par les États, puisqu'ils proposent des solutions et ça fonctionne. Il y a très peu de bugs. Hein. Voilà. Alors, ces propositions numériques, ces propositions tertiaires, ben, on fait avec. Hein. On est tout le temps avec nos appareils. Alors, certains diront oui, malheureusement, mais oui, ben, l'expérience quotidienne prouve que nous n'arrivons pas à faire sans. Alors, pour analyser tout cela, il y a ce qu'on appelle l'organologie générale. Hein. Alors, c'est quoi organologie? Il ne faut pas avoir peur du terme, ça vient d'organes. Hein. Alors, nous avons un cerveau, nous avons des membres, nous avons différents organes. Ça nous permet d'être intelligents, d'être réactifs. Mais nous avons aussi des organes artificiels, hein, des organes de type tertiaire. Ces organes tertiaires, c'est tous les outils, toutes les machines, toutes les méthodes avec lesquelles nous travaillons. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait s'en passer? Ben, peut-être, mais jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à s'en passer. Hein, voilà. L'expérience prouve, interrogez-vous tous les jours, on fonctionne avec de la technique, cette technique influence notre système d'attention, il paraît qu'on parle de plus en plus vite, il paraît que notre attention, en tout cas pour les jeunes générations, se disperse, on a beaucoup de mal à lire plus de 10-20 pages, hein, voilà. Et bien entendu, ça affecte nos relations sociales, notre vie dans la ville, notre vie au travail. Notre cerveau, notre sensibilité évolue avec ces techniques. Donc c'est ce qu'on appelle l'organologie. Hein, voilà, on évolue avec de la technique et bien sûr nos relations, hein, toutes nos relations. Le problème, c'est que lorsque la technique va trop vite, lorsqu'elle va très vite, on parle de, moi je ne parlerai pas de disruption parce que ce n'est pas le bon terme, mais je parlerai de court-circuitage. C'est-à-dire que nos capacités sont court-circuitées par des outils techniques et par des outils numériques. Voilà. L'expérience depuis un an montre que nous travaillons tous les jours avec des écrans, avec des logiciels. L'expérience prouve que des salariés très formés, tels que les ingénieurs, qui travaillent non pas depuis mars 2020 avec ces outils, avec ces logiciels, mais ils travaillent depuis 10, 15, 20 ans. Ils travaillent avec des logiciels d'aide à la conception. Je me suis spécialisé depuis quelques années avec des collègues dans mon laboratoire sur le travail des ingénieurs. Et donc on fait l'enquête, on va dans des grandes entreprises, l'aéronautique, l'automobile, les travaux publics, l'informatique. Que nous racontent ces ingénieurs? Ils nous disent, avant on travaillait avec du papier, on faisait des plans sur des papiers. Il fallait réfléchir, c'était difficile, il fallait reprendre, on pouvait gommer. Aujourd'hui avec le logiciel calcule à ta place. C'est quelque chose, la 3D, la 3 dimensions, les logiciels d'aide à la conception, c'est quelque chose qui t'empêche d'imaginer. Voilà. Sur un plan, on avait de l'espace. Avec le logiciel, tu as moins d'espace. Tu es contraint, hein, spatialement. Donc, ton imaginaire au travail est beaucoup plus contraint. Avant, on avait beaucoup plus de facilité. Aujourd'hui, avec ces outils numériques, alors aujourd'hui, ça veut dire depuis les années 80 en fait, hein, ce sont des outils qui sont très puissants, ils font la réflexion. Hein, voilà, ils font la réflexion. Voilà, alors, ces quelques propos que je pourrais allonger pour les ingénieurs, ce sont des propos récents, mais qui concernent leur expérience de travail depuis
les années 90, hein, parfois depuis les années 80. Donc là, on dispose d'un matériel empirique en termes de coopération avec la technique numérique qui est ancien, hein, qui est ancien. Et ça pourrait nous aider pour comprendre peut-être l'avenir de notre travail salarié à court terme avec le télétravail. Voilà. Alors tout ceci, bien entendu, c'est documenté dans beaucoup d'études, dans beaucoup d'ouvrages. J'en présente un, qui est le dernier ouvrage coordonné par notre ami Bernard Stiegler, bifurqué. Hein, voilà, bifurqué. Il n'y a pas d'alternative. Hein, on est pris dans un étau, on est pris au piège. La technique, en termes médicaux, bien sûr, ça nous a permis de nous soigner, mais lorsque cette technique nous contraint trop fortement, eh ben, il faut savoir s'en séparer, hein, il faut savoir bifurquer. Mais pour bifurquer, il ne faut pas dire ben, la technique c'est sale, je ne m'en occupe pas. Il faut concevoir, peut-être avec des ingénieurs, des informaticiens, tout un tas de spécialistes, il faut essayer de concevoir autre chose. Sinon, on va subir, on va résister, mais on va se faire avoir. Hein. Donc, mon message ce soir, c'est par rapport à ces stratégies du choc qui, j'espère, vous l'avez compris, sont préparées, aussi bien en termes de politique économique qu'en termes de politique technologique, ben, nous-mêmes, il faut se préparer. Hein. Il faut bien sûr continuer à dénoncer, il faut résister, mais il faut aussi se préparer pour proposer autre chose, par exemple dans la ville, pour refuser les caméras de surveillance. Laurent Mukeli a montré que ça ne servait pas à grand-chose en termes de police. Ben, il faut insister là-dessus. Et puis, peut-être que toutes les techniques numériques ne sont pas à jeter, mais il faut s'en servir pour autre chose. Hein, pour autre chose, pour de la vie en commun, pour du soin, pour du travail dans les quartiers, pour du travail en coopération, etc. Après tout, certains paysans qui font du bio utilisent les plateformes numériques, mais ils les utilisent de manière modérée pour distribuer des produits qui, a priori, vont dans un sens qui est souhaitable. Hein. Donc, par rapport à ce fameux contrôle social chinois assisté par des techniques numériques de pointe, ben, il faut essayer de se déprendre, il faut essayer de faire un pas de côté pour préparer autre chose. Hein, pour préparer autre chose, et cette autre chose, si je reviens sur l'organologie, et je terminerai avec ça, c'est bien sûr aspirer à une autre vie psychique, à une autre vie, vivre un peu plus paisiblement, de manière un peu moins frénétique, essayer de moins commander, sinon ne plus commander des repas à domicile, ne pas utiliser Uber, ne pas utiliser Amazon, qui sont des entreprises, qui sont des employeurs détestables, mais qui sont aussi des entreprises qui ont des projets détestables en termes civiques, en termes de convivialité. Donc il faut mettre de côté tout ça. Il faut aspirer à une vie en commun, une vie sociale qui soit un peu plus respectueuse et plus coopérative. Hein. Et puis, troisième pied, hein, l'individuel, le collectif, le social, le technique, il faut investir la technique. Il faut investir la technique. Les amis du monde diplomatique, ils ont investi la technique, mais si je taquine, pourquoi Zoom? Ce serait bien de travailler avec des logiciels non propriétaires, hein, avec de l'open source, hein, voilà. Donc, ben, c'est peut-être en route, hein. Sachant que la technique, elle est là depuis fort longtemps, hein, et si on remonte à l'Antiquité grecque, les Grecs disaient il y a la nature et puis il y a l'outillage. Alors la nature, c'était la physis, hein. Lorsqu'on dit physica en grec, ça veut dire naturellement. Physica, c'est physique, c'est la nature. Et la technique était là pour apporter ce que la nature ne pouvait pas apporter. Par exemple, pour se soigner, ben, on a inventé, alors à l'époque avec des herbes, l'herboristerie, on a inventé des poisons qui étaient des remèdes aussi, des pharmacones. Hein.
Et ça, c'est la technique qu'il apportait. Alors, lorsqu'on se soignait, c'était bienvenu, mais lorsque, bien entendu, on développe ça à grande échelle pour l'administrer à des personnes qui ne sont pas forcément en demande, eh bien, c'est plus tellement un remède, ça devient un poison, ça devient une addiction, ça devient une drogue. Voilà. Donc, je ne veux pas me faire l'avocat du diable pour la technique, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont des grands lecteurs de Jacques Ellul, qui avait un propos radical sur la technique, que je partage complètement, que je ne partage pas complètement, mais il y a une dynamique entre la physique, la nature, et ce que peut nous donner la technique, et peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Voilà, donc je terminerai avec ce propos philosophique, auquel je tiens, parce que tout de même, la philosophie et la poésie, c'est ce qui doit nous guider. Voilà.